merci à tous et toutes de votre présence, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Donc merci à vous. C'est encore la période, donc je vous présente à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette année 2023, d'avoir la santé pour vous et vos proches, bien sûr, et de la réussite dans vos projets tant personnels que collectifs. Je voudrais rappeler rapidement, parce que j'ai dit que je ne serai pas très long, la nécessité et l'intérêt du travail qui est fait au sein de l'OPSI, qui est extrêmement important pour les hommes et les femmes politiques que nous sommes, pour avoir des remontées du terrain qui sont croisées, qui sont justes, qui sont analysées, et ce qui nous permet de cibler, de cadrer nos politiques publiques, et surtout d'avoir des retours. Enfin, moi, c'est comme ça que je m'en sers beaucoup, c'est d'avoir des retours sur ce que l'on fait. Parce que, bon, on ne se connaît pas, mais moi j'ai fait de la politique pour essayer de résoudre des problèmes. Et c'est pour ça que je me suis engagé en politique de façon très pragmatique. Et faire de la politique, si on n'a pas des données réelles, on travaille que sur des ressentis, que sur ce genre de choses, moi ça ne me parle pas. Je préfère travailler sur des données, sur des choses bien. Et donc je ne peux que vous remercier du travail qui est fait et de croiser toutes ces données pour que l'OPSI collecte, j'allais dire pour nous tous. Vous engagez également à consulter le site web, à diffuser les publications de l'OPSI et de vous abonner à la newsletter qui est extrêmement bien faite et intéressante. Voilà, et puis je vais laisser la parole à Hélène Clot qui va vous présenter plus en détail le planning de cette demi-journée et de ce qui va se passer. Merci à tous de votre présence encore une fois. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous redire deux mots de ce que c'était que l'OPSI, ce réseau d'observatoires qui a la grande originalité d'exister depuis presque plus de 10 ans maintenant. On est 15 partenaires autour de la table et l'idée, c'est de se dire, plutôt que chacun d'entre nous, on collecte de la donnée, on passe beaucoup de temps à la collecter, un peu de temps à l'analyser et peu de temps à la valoriser, et bien comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on trouve des synergies entre nous et puis qu'on fasse cet exercice de diffusion des informations, parce qu'on a tous des pépites de connaissances, mais si elles restent chacun dans nos champs, on n'arrivera pas à en faire un trésor. Donc voilà, l'enjeu c'est vraiment de partager, valoriser, c'est ce qui se passe ce matin avec cette rencontre de l'OPSI. On est dans l'OPSI sur toute une série de thématiques, on est plutôt rentré par l'observation sociale et je pense que c'est pour ça aussi que ce matin il y a autant de gens, parce que c'est les données sur lesquelles on a le plus de recul, de vision dans la donnée, même si ce sont des données qui changent, vous verrez, sur lesquelles on a toujours plus de données. Mais voilà, l'enjeu c'est vraiment de partager cette donnée et effectivement on a un site en ligne dans lequel vous trouverez toutes nos publications. Une des grandes difficultés de l'observation pour celles et ceux qui s'y sont déjà coltinés, c'est comment est-ce qu'on trouve les bons périmètres d'observation. Et les bons périmètres d'observation, c'est les périmètres auxquels se passent les phénomènes. Est-ce que c'est à l'échelle de la France, du monde? Est-ce que c'est à l'échelle du quartier, même de l'individu, ou à l'échelle de notre périmètre à nous institutionnel? Très souvent, le périmètre institutionnel ne correspond pas complètement au mode de vie des gens, des bassins de vie. Donc aujourd'hui, autour de la table de l'OPSI, il y a 3 établissements publics de coopération intercommunale, le Pays Voironnais, le Grève-du-Vaudan et la métropole. Donc on a pas mal de données qui sont à cette échelle-là. Vous en trouverez aussi à l'échelle communale et à l'échelle infracommunale, et en particulier dans la publication d'aujourd'hui. Donc ce matin, voilà, c'est tout bon. Ce matin, on a notre journée qui s'organise en 2 temps principaux. Un premier temps qui sera ici en plénière avec une présentation des principaux résultats de 3 publications. Alors, vous n'en avez que 2 en bas d'amphi, mais en réalité, on va parler de 3 et du coup, ça va être une occasion inespérée d'aller le chercher sur le site de l'OPSI. Mais donc, le premier document qui est sorti, sur lequel on va s'appuyer, c'est le diagnostic social du territoire de Grenoble-Alpes Métropole.
qui est sorti il y a 3-4 mois, je crois, et qui donne une vision de la situation sociale sur le territoire. C'est quelque chose sur lequel on avait commencé à produire des choses assez rapidement après les crises Covid, parce qu'on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'impact de cette crise sur le territoire. Donc on avait déjà quelques capteurs. Là, la grande force de ce document, c'est qu'il va croiser des données quanti, des chiffres, de la statistique, mais aussi pas mal de retours qualitatifs. Il y a eu beaucoup d'entretiens avec notamment un certain nombre d'entre vous, que ce soit dans les communes, les CCAS, mais aussi dans le monde associatif, parce qu'on sait que cette expertise sensible, elle nous donne un regard différent, et vous verrez que ça vient vraiment enrichir les données quanti, qui, elles, ont été stabilisées et puis et organisées dans cette deuxième publication, qui est une publication classique de l'OPSI, c'est ce qu'on appelle les cahiers thématiques. Dans le cahier thématique, on a de la donnée légèrement commentée, contrairement aux diagnostics et aux regards croisés, qui sont notre troisième publication, qui est un regard plus sensible. Donc le cahier thématique, vous l'avez en avant-première, parce qu'il est sorti des presses hier. Donc on était très contents qu'il soit disponible pour ce matin, on ne vous le cache pas. Et puis enfin, la troisième publication sur laquelle on va s'appuyer, c'est cet autre type de publication de l'OPSI qui s'appelle des regards croisés. Les regards croisés, comme leur nom l'indique, ils prennent une problématique et ils demandent à toute une série d'acteurs de donner leur point de vue sur cette question. Donc ça peut être des acteurs de la mobilité, de l'habitat, du social, etc. On leur dit qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas rester, parce que c'est un des enjeux d'OPSI aussi, dans les silos d'observation. Chacun en a une expertise pointue, mais on sait bien que les phénomènes ils se jouent avec différentes dimensions. Donc c'est ce regard croisé mode de vie qui est un de nos qualités de regard croisé qui est plutôt prospective et qui allait interroger comment est-ce que nos manières de vivre s'étaient transformées. Et il se trouve que dans ce cahier-là, évidemment, dans l'évolution des modes de vie, il y avait un gros volet inégalité et on va avoir une focale sur ce volet inégalité. Donc voilà un peu les sources d'informations sur lesquelles on va s'appuyer pendant les 2 temps de la matinée. Donc on va rentrer tout de suite par la question des inégalités, et vous savez qu'il y a un indicateur qu'on suit beaucoup quand on parle d'inégalité, c'est ce qu'on appelle l'indice interdécile, c'est-à-dire le rapport entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. La question qu'on vous pose là, c'est quoi cet écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres? Autrement dit, par combien il faut multiplier les revenus des 10% des ménages les plus pauvres pour trouver les revenus des 10% les plus riches? Information importante, qui est écrite en petit, comme toutes les informations importantes. Non. En l'occurrence, on tient compte ici de la redistribution. C'est une donnée qu'on a depuis pas si longtemps, mais on intègre maintenant la redistribution sociale, c'est-à-dire les impôts et les prestations sociales. Donc est-ce que les plus riches gagnent 2,6 fois plus que les plus pauvres, 3,5 fois plus ou 6,1 fois plus que les plus pauvres? Donc, hop, pardon, j'ai pas ouvert le vote, vous allez y arriver. Ça y est, vous pouvez voter. Alors, on sait que c'est... Alors, il y a débat entre le 3,5 et le 6,1. Et la réponse est 3,5. Et c'est Françoise Pichavant de l'Agence d'urbanisme qui va nous éclairer cette réponse. Bonjour. Voilà. Donc, je vais vous commenter d'abord le graphique de droite qui représente le niveau de vie par décile. Je ne suis pas assez près du micro. Bon, voilà. Le niveau de vie par décile, donc en fait, on représente des 10%, les tranches de 10% de la population, des 10% les plus pauvres jusqu'aux 10% les plus riches. Et la question du niveau de vie, c'est en fait le revenu disponible. Donc disponible, c'est ce que disait Hélène, c'est en tenant compte des prestations sociales et en retirant les impôts. Et pour pouvoir comparer, on va dire, des ménages de composition différentes, on rapporte l'ensemble des ressources à un nombre d'unités de consommation qui est 1 pour le premier adulte, 0,5 pour les autres adultes et puis 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans. Donc le niveau de vie, en fait, c'est le revenu disponible par unité de consommation. Donc on voit que le niveau de vie des plus pauvres est de 970 € par mois, alors que le revenu des plus riches est de 3 390 € par mois. Effectivement, on a donc un rapport qui est de 3,5. Par ailleurs, je vous dis que souvent l'information statistique qui est diffusée, qui est la plus courante, que vous trouverez dans la plupart des articles, c'est ce qu'on appelle le revenu médian.
Donc ça correspond au revenu du 5e décile. Et dans la métropole, il est de 1 890 € par mois. Ça veut dire que 50% des ménages de la métropole se situent en dessous et 50% se situent au-dessus. Donc si on n'avait pas tenu compte de la redistribution, en fait l'écart entre les plus riches et les plus pauvres aurait été de 6,1. Donc ceux qui ont répondu 6,1, ils avaient en tête un ratio, mais ne tenant pas compte de la redistribution sociale. Alors, là, vous avez, je vais vous commenter le graphique de gauche, je vais un petit peu vous le décrire parce que ce n'est pas forcément évident. Donc, il y a 3 barres. La première barre correspond à la composition du revenu des 10% les plus pauvres. La barre du milieu correspond à la distribution du revenu de la tranche intermédiaire. Et la dernière barre correspond à la composition du revenu des 10% les plus riches. Donc, vous avez ce qui ressemble à des graineries sur fond bleu, ça correspond au salaire. Donc, on voit que le salaire, c'est la composition essentielle de la tranche intermédiaire et des revenus les plus riches. En revanche, sur la première barre, à partir du bleu clair, en fait, vous avez les prestations sociales. En bleu clair, c'est les minima sociaux. En blanc, ça doit correspondre au logement. Et en assuré, tout en haut, les prestations familiales. Et le bleu foncé, ça correspond au chômage. Donc, sans tenir compte du chômage, l'ensemble des prestations correspond à 45% du revenu des ménages les plus pauvres. Voilà. Et alors que c'est 5% pour la tranche intermédiaire. Et on voit, c'est en noir en bas, l'impôt qui est forcément... qui augmente en fonction de du niveau de vie et qui est à 6% pour les plus pauvres et à 22% pour les plus riches. Donc on voit que la fiscalité et les systèmes de redistribution sociale réduisent fortement les inégalités. Et il y a un autre indicateur qui le montre très bien, c'est le taux de pauvreté. Si on ne tenait pas compte de cette redistribution, le taux de pauvreté de la métropole serait de 21% à peu près. Or, avec ce système de redistribution, il est aujourd'hui de 14,2%. Alors là, vous avez des cartes qui représentent le taux de pauvreté par commune à gauche et au niveau infracommunal par IRIS à droite. Donc, sur la carte de commune, on voit qu'il y a des fortes inégalités entre communes. En fait, ça va du simple au quadruple. Et les taux de pauvreté les plus élevés sont observés à Échirolles, 22%, Le Pont-de-Claix, 20%, Grenoble, 20%, Fontaine, 18% et Saint-Martin-d'Hères, 18%. À l'inverse, les taux les plus faibles sont autour de 5-6% de taux de pauvreté et on est au niveau des communes de Cessin, Jarry, Claye, Vif, Vars et Mélan. Au niveau infracommunal, les disparités sont encore plus fortes, puisqu'on a dans 8 IRIS un taux de pauvreté qui excède 40%. Ce sont des IRIS qui sont situés à Grenoble, comme Arlequin, Village Olympique Sud et Nord, Jouot ou Constantine, ou à Échirolles, les Essarts Nord, Village 2 et Surville. Alors, on repart sur la question suivante. À votre avis, est-ce que ces inégalités dont on vient de parler, est-ce qu'elles sont plus marquées dans la métropole grenobloise qu'ailleurs en France? Donc, on va comparer cet indicateur interdécile avec la moyenne française. Non, la moyenne avec toutes les métropoles françaises. Alors, à votre avis, avec les métropoles françaises, pardon, pas avec la moyenne française, c'est par rapport aux autres métropoles en France. Est-ce que les inégalités sont plus marquées ici qu'ailleurs? Pardon, alors le vote est ouvert, hein, j'ai pas pu afficher. C'est bon, vous avez compris comment voter. Parfait. Il y en a qui changent d'avis. Vous avez le droit. Ibrahim va changer d'avis. Et donc, vous pensez que c'est une grande majorité faux. Donc, vous pensez que
les inégalités sont moins marquées à Grenoble qu'ailleurs, et vous avez plus marqué. Vous pensez que c'est faux? Donc vous pensez que c'est moins marqué. D'accord? Ou pareil. En fait, vous avez raison, c'est l'essentiel, non? Vous avez là le rapport interdécile des 22 métropoles françaises. Donc on voit très nettement que Paris se distingue de toutes les métropoles, hein, voilà, avec un rapport interdécile supérieur à 5. Donc d'une manière générale, il faut savoir que les inégalités sont très marquées dans les métropoles, parce que ce sont des territoires qui accueillent à la fois des ménages aisés, des cadres des fonctions métropolitaines en particulier, mais à la fois des ménages précaires dans les quartiers en politique de la ville, mais aussi ça peut être des étudiants. Donc on a des contrastes dans les métropoles avec des populations très aisées et des populations plus précaires. Donc Grenoble, c'est la barre bleue, voilà, donc avec des inégalités qui sont plutôt moins marquées à Grenoble, donc ça vous avez vu juste, et en tout cas moins marquées que dans d'autres métropoles comme Strasbourg, Metz, notre voisine Lyon ou Montpellier. Donc, à l'échelle du grand territoire de l'aire grenobloise, on voit que aussi les territoires voisins ont des inégalités un petit peu moins marquées. Ça s'échelonne de 2,6, les inégalités les plus faibles, donc c'est en Chartreuse ou dans la Bièvre, à 3 dans le Grésivaudan et dans le Voironnais. Donc on voit que c'est une caractéristique, entre guillemets, d'urbanité, d'avoir un rapport interdécile assez élevé. Et pour finir, on vous a présenté le revenu médian des territoires de l'aire grenobloise. On voit que Grenoble est la métropole grenobloise est dans une situation intermédiaire, avec des revenus inférieurs à ceux observés dans le Grésivaudan, et surtout, mais plus élevés que ceux observés dans le territoire de Saint-Marcellin-Vercors-Isère, dans la Bièvre, dans le Trièves ou dans la Matésine. Alors, on repart sur une nouvelle question. On a vu qu'un des facteurs qui permettait d'atténuer les inégalités, c'était cette distribution des minimums sociaux, des minima sociaux. En l'occurrence, c'est une des populations qu'on observe le plus quand on regarde les questions de précarité, puisque ça nous décrit aussi les endroits où il y a besoin d'une intervention publique plus forte. Et on a regardé l'évolution du nombre de personnes qui obtenaient des minima sociaux entre 2016 et 2020. La question qu'on vous pose là, c'est à votre avis, est-ce que la population qui sur cette période a obtenu des minima sociaux, donc c'est aussi en obtenir, c'est y avoir droit et aller les chercher, la question du recours aux minima sociaux est importante. Donc est-ce qu'à votre avis, cette population, elle a baissé pour toutes les tranches d'âge, elle a augmenté pour toutes les tranches d'âge, ou elle a augmenté pour les moins de 65 ans, mais baissé pour les plus âgés? Donc c'est différence. Donc les personnes âgées auraient plutôt moins de minima sociaux, et par contre les moins de 65 ans auraient augmenté leur nombre de minima sociaux. Donc, réponse 1, ça a baissé partout. Réponse 2, ça a augmenté partout. Réponse 3, il y a de la différence selon les âges. Chez Suzanne, ça débat. Alors, vous avez quasi tous répondu, et vous pensez que principalement ça a augmenté pour les deux tranches d'âge, mais vous posez cette question des différences entre les générations, et effectivement vous avez raison, ça a augmenté pour les deux tranches d'âge. Effectivement, vous avez raison. Donc on va d'abord parler des moins de 65 ans. Donc on voit que la population, le taux de bénéficiaires du RSA, de l'AAH ou de l'ASS ont augmenté entre 2016 et légèrement augmenté entre 2016 et 2020. Et en fait, c'est l'effet d'une augmentation, on va dire, de bénéficiaires, en particulier de l'AAH et du RSA. Sur l'ASS qui représente un volume moins important, il y a eu une décroissance qu'on peut expliquer aussi par le fait qu'avec le confinement, l'allocation chômage a été prolongée.
Ah oui, excusez-moi, elle a raison, j'ai oublié de dire ici. Donc l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation adulte handicapé et le revenu de solidarité active. Donc ce qu'on voit, c'est que donc, globalement la population bénéficiaire de l'AAH et du RSA a augmenté, alors que la population de moins de 65 ans a baissé dans la métropole. Donc au final, on a une augmentation du taux de bénéficiaires. Alors, ce qu'on voit aussi très nettement sur ce graphique, puisque vous avez Grenoble à la métropole à gauche et les autres, le Grésivaudan, le Pays Voironnais et l'Isère à droite, c'est que le taux de bénéficiaires de minima sociaux est beaucoup plus faible dans le Grésivaudan et une situation intermédiaire pour le Pays Voironnais. Et la hausse qu'on a constatée sur la métropole se retrouve dans le Voironnais et dans l'Isère, mais pas sur le Grésivaudan. Donc, quand on fait un focus sur la population âgée de 65 ans en plus, c'est une population qui est en forte augmentation, 1,7%, mais au final, l'augmentation des bénéficiaires du minimum vieillesse a aussi fortement augmenté, autour de 4-5%. Donc, de fait, on a un taux de bénéficiaires du minimum vieillesse qui est aussi en augmentation dans la métropole. Et on voit que là aussi, le taux de bénéficiaires est plus élevé dans Grenoble-la métropole que dans le Pays Voironnais ou dans le Grésivaudan. Là aussi, on a une évolution contraire du Grésivaudan par rapport à l'ensemble de l'Isère, du Pays Voironnais et de Grenoble-la métropole. Donc au final, ce qu'on peut dire, c'est que l'augmentation des bénéficiaires de minima sociaux sur 2016-2020 a été de 1800 bénéficiaires supplémentaires, alors que sur la même période, la population avait gagné que l'ensemble des métropolitains ont compté seulement 2200 habitants supplémentaires. Question suivante sur, justement, dans ces revenus, quelle est la part qui est dédiée aux dépenses d'alimentation dans les revenus moyens des métropolitains? À votre avis, est-ce que c'est 5%, est-ce que c'est 10% ou est-ce que c'est 15% des revenus qu'on consacre aujourd'hui à l'alimentation dans la moyenne des métropolitains? Alors, vous pensez que c'est une majorité à 15%, c'est un petit tiers qui pense que c'est 10%, et effectivement, vous avez raison, et c'est Lucas Jouni de l'agence d'urbanisme qui va éclairer cette réponse. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être un petit point méthodo avant tout. C'est une donnée qui est issue d'une enquête de la CCI menée à l'échelle de la France entière, donc Chambre de commerce et industrie, qui nous permet effectivement d'observer à quel point notre revenu disponible, dont Françoise Pichavant nous a détaillé tout à l'heure les ressorts, est dédié aux dépenses alimentaires ou aux dépenses d'équipement, etc. Concernant l'alimentaire, on est à 15% sur l'ensemble de la métropole de Grenoble. Alors, il faut savoir que c'est légèrement, c'est quand même inférieur à ce qu'on a pu observer sur la France entière, 19%, donc un contexte, disons, plus favorable dans l'ensemble de Grenoble métropole. Je vous montrerai après quelques diapos qui montrent qu'il y a toutefois des disparités territoriales assez fortes. Et ce que je voulais également dire, c'est que quand on a rencontré les acteurs pour réaliser le diagnostic social métropolitain, la plupart ont effectivement confirmé des grandes tendances qui ont pu s'observer à l'échelle nationale au cours de la période de crise sanitaire, des différents confinements, à savoir notamment un allongement des files de personnes qui venaient recourir à une aide alimentaire. Donc ça, c'est un premier indicateur un peu quantitatif, une augmentation de la file active. Et puis deuxièmement, il y a un indicateur aussi sur les profils qui a fortement interrogé les professionnels, ou en tout cas les a un peu inquiétés, c'est que au public plutôt dit traditionnel de recourant aux fils alimentaires, eh ben, on a pu avoir des publics différents, beaucoup plus de jeunes, également des couples avec enfants ou des couples sans enfants, notamment des couples jeunes sans enfants. Et ça, c'est une tendance du coup qui serait intéressante de venir re-questionner, notamment en 2022-2023, enfin voilà, dans les courants des prochains mois. Vous dire également que du coup ce chiffre des 15%, il est comme les chiffres précédents antérieur à la crise d'inflation que l'Europe traverse actuellement. Donc là encore, en termes de quantitatif, il serait intéressant d'observer les prochaines enquêtes de la CCI qui devraient avoir lieu en 2023 justement.
Je voulais aussi vous parler de la shrinkflation. Alors, pas évident à prononcer. Shrink, je crois que c'est rétrécir en anglais. Il y a un peu des nouvelles méthodes mises en place dans les commerces pour rester concurrentiels face à une période d'inflation. Et en fait, on constate parfois une stagnation des prix, mais une diminution des quantités vendues. Donc, ce qui rend l'observation un peu délicate. Néanmoins, je voulais attirer votre attention là-dessus, parce que ça fait l'objet d'une réflexion très sérieuse par le gouvernement, et on constate aujourd'hui, on estime plutôt que 11% des commerces alimentaires seraient concernés. Donc, voilà. Et puis ça concerne principalement l'alimentation, mais aussi produits ménagers, enfin tout ce qui attribue un volume et un prix finalement. Je vous propose de passer à la diapositive suivante, qui est une cartographie du coup des communes de la métropole. Un peu comme précédemment, on va s'amuser un peu à comparer les différentes communes. Là encore, on est sur la part des dépenses alimentaires au sein des revenus disponibles des ménages. Si on zoome encore davantage, on se rend compte qu'à l'échelle des quartiers, c'est la carte que vous avez ici à l'écran, je vais passer rapidement dessus, on a là encore un poids des dépenses alimentaires au sein des revenus qui est très conséquent, jusqu'à 25%, un quart des revenus au sein des quartiers dits prioritaires, quartiers relevant de la politique de la ville. Vous avez la délimitation ici sur la carte, mais grosso modo, vous reconnaîtrez des quartiers dont la couleur bleue est très foncée. Donc on parle ici à la fois des deux Villeneuve, côté Échirolles et côté Grenoble, mais également une situation à Village Sud, Renaudy pour Saint-Martin-d'Air, ou encore du côté de Fontaine, Alpes-Melcachin. Alors, après ce zoom sur la précarité alimentaire, il nous semblait d'autant plus important avec cette période de crise énergétique qu'on traverse de parler de la précarité énergétique, avec ces deux facettes qui sont la précarité énergétique liée au logement et celle liée à la mobilité. La question qu'on vous pose là, c'est à votre avis, est-ce que la part des ménages qui sont en situation de précarité énergétique est plus importante dans la métropole qu'en France? Et là, on est bien en France en général, par rapport à... Vous n'avez rien vu? Ok, je ferme le vote. J'ouvre le vote et je le referme. Ok, donc à votre avis? Alors, hop, je ferme. Et je laisse la parole à Lucas, qui va nous expliquer plus en détail, en ayant un regard à la fois sur la précarité de logement et celle sur la mobilité. D'abord, une petite définition. La loi du coup Besson de 1990 dit que est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison, et là c'est intéressant, de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Et du coup, c'est bien cette combinaison des deux, à savoir à la fois les ressources qui sont à ma disposition, estimées à partir de revenus principalement, et mes conditions d'habitat, vétusté notamment de mon foyer. Donc il y a plein de méthodes différentes pour approcher la précarité énergétique. On parle de données à la fois sensibles sur la perception du froid, jusqu'à une analyse précise des conditions de chauffage. Le choix qui a été retenu pour nos publications, c'est la donnée retenue par l'ONPV, l'Observatoire national de la précarité énergétique, l'ONPE. L'idée, c'était de pouvoir faire des comparaisons à la fois entre du coup, les territoires à l'intérieur de la métropole, mais aussi avec la France entière. Il apparaît qu'en effet, si on se concentre sur la précarité au regard du logement, d'abord, on a 11% des ménages de Grenoble-Alpes Métropole qui sont concernés par cette précarité énergétique, contre 14% à l'échelle de la France entière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a en fait 11% des ménages qui non seulement sont situés dans les 3 premiers déciles, rappelez-vous, c'était la présentation précédente, donc les 30% des ménages qui perçoivent les niveaux de vie les plus faibles, et qui en plus consacrent 8% ou plus de leurs revenus disponibles aux dépenses énergétiques. Donc à partir du moment où je fais partie des 3 premiers déciles et qu'en plus je dédie 8% de mes revenus disponibles pour le chauffage, je suis du coup, au regard de l'ONPE, en situation de précarité énergétique. Là encore, j'attire votre attention sur le fait que c'est une donnée qui date de 2020. Il serait intéressant, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, d'apprécier du coup de nouveau cette statistique, par exemple en 2023, quand les chiffres auront été réactualisés à l'échelle nationale. Je vous ai laissé quelques verbatims sur les propos des acteurs, parce qu'on a rencontré également non seulement le champ associatif, mais aussi de nombreux CCAS de l'ensemble des communes de la métropole, qui ont pu nous remonter que parmi les aides exceptionnelles, on avait une partie croissante qui était dédiée aux dépenses énergétiques des ménages, donc finalement une précarité qu'on pourrait qualifier d'une augmentation assez rapide. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de comparaison cette fois.
intercommunal, on identifie cette fois-ci des communes qu'on n'avait pas forcément identifiées au travers d'autres indicateurs de précarité qu'on a vus précédemment. Et c'est ce qui me semble intéressant avec les indicateurs de précarité en conditions de vie. Typiquement Visil, hein, qui bénéficie actuellement d'une OPA-RU, ressort assez fortement avec 18% des ménages en situation de précarité énergétique, mais également, vous le voyez à l'écran ici, Eure-et-Voroise, La Tronche et JR qui sont particulièrement concernés. On regarde la mobilité, rapidement, on a 12% des ménages qui sont concernés. C'est le même principe, une combinaison entre revenus et situation, et cette fois-ci, on regarde si ou non les ménages consacrent dédient plus de 5% de leurs revenus aux dépenses de carburant. Et donc, on est à 12% pour Grenoble-Alpes Métropole, c'est une situation similaire à l'ensemble de la France entière. On a également des différences selon les communes, c'est la carte suivante, vous l'avez ici. Visil qui ressort à nouveau, et cette fois on voit également apparaître le Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Hères et toujours JR et La Tronche. Peut-être également préciser sur cette précarité mobilité, c'était je crois la diapo précédente, c'est le fait de détenir ou non un véhicule, voilà, vous l'avez ici. Parmi les ménages dont les revenus ne dépassent pas le revenu médian, 50% seulement détiennent des véhicules, disons plutôt récents ou sobres, dont la lignée de critères est de 1 ou 2. Contre 65%, donc les 2 tiers des ménages dont les revenus sont supérieurs à la médiane. Donc on a aussi un enjeu d'accessibilité finalement financière à des véhicules plus récents, plus sobres, et ça pose évidemment des questions, notamment sur la mise en place de périmètres de ZFE, etc. Alors quand on parle précarité, c'est toujours intéressant aussi de se dire, en cas de difficulté, sur quoi je peux m'appuyer, à quoi je peux avoir recours. On disait que c'était intéressant de regarder cette question de est-ce que l'offre de santé, est-ce que si je suis en difficulté de santé, est-ce que je peux recourir à des médecins? Et voilà, la question qui vous est posée, c'est parmi les 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole, combien sont en situation de zone blanche médicale? Alors, c'est pour repréciser ce que c'est la zone blanche médicale. Du coup, si je la donne, je donne une partie de la réponse, donc mais on ne saura pas. Considérer une offre médicale peu disponible pour les besoins de soins. Ok, alors est-ce qu'à votre avis, c'est 15%, un tiers des communes ou la moitié des communes de Grenoble-Alpes Métropole? 2020. Vous pensez qu'en 2 ans, ça... Après, je pense que la tendance de fond est à plus de 2 ans. Ok. Alors, vous pensez que c'est un tiers, mais c'est assez partagé. Et donc, la bonne réponse, c'est un tiers, effectivement. Donc on parle bien des logements autonomes, pas évidemment des personnes en résidence. Et quand elles sont chez elles, est-ce qu'elles vivent avec quelqu'un ou pas? Donc, vous répondez. Alors, vous pensez que c'est la moitié des personnes âgées et une bonne partie d'entre vous qui en sont conscients, mais effectivement, parmi celles qui sont en logement autonome, c'est effectivement la moitié d'entre elles qui vivent seules. Effectivement, bien joué. Et pour le 33%, en fait, c'était la classe d'âge précédente, c'est les 65-79 ans, qui sont à 33% à vivre seuls chez eux. Alors bien sûr, cette proportion de personnes solitaires dans leur logement, elle augmente avec l'âge lié au deuil, tout simplement, à la question du veuvage, principalement, et à moindre remise en cohabitation, notamment le couple passé un certain âge. Et ça pose du coup, pour ce public des 80 ans et plus, une vraie réflexion sur l'autonomie et la perte d'autonomie. Avons-nous du coup suffisamment de places disponibles dans nos résidences autonomie, dans les EHPAD? Sont-ils suffisamment accessibles financièrement? On sait qu'on a l'arrivée aujourd'hui de personnes âgées aussi aux carrières plus hachées, en linéaire, qui ont vécu des périodes de chômage, des générations dans les années 60-70, tout doucement qui commencent à arriver, tout 50-60, pardon. Et donc ça pose une vraie question d'accessibilité et de prévention de la perte d'autonomie à domicile, les fameuses EHPAD hors les murs par exemple. Cette petite distinction par effectif, c'est à la fois pour donner un volume, parce que c'est toujours bien de temps en temps avoir des petits volumes de combien de personnes on parle. C'est 13 000 personnes dans l'ensemble de la métropole en 2019. Et puis, voilà, je voulais faire la petite distinction aussi genrée, 2500 hommes, plutôt 3 000, et puis 10 000 femmes. Pour dire que les principaux concernés sont les principales concernées. Deuxième indicateur, et je m'en tiendrai là sur cette question de l'autonomie, le potentiel de solidarité intergénérationnelle. Alors c'est un chiffre qui est intéressant puisque j'ai parlé un peu de la puissance publique pour prendre en compte la question de la perte d'autonomie, mais il y a surtout aujourd'hui, et on le voit, un appui sur les aidants principalement familiaux. Sauf que démographiquement, de
fait, les aidants familiaux vont être des personnes qui vont être âgées autour de 55, 70 ans, voilà, 50, 65 ans, un peu débat, mais c'est plus ou moins l'âge où on commence à vraiment aider son parent, un ou deux parents, en situation de perte d'autonomie. Et inversement, du côté des aidés, on est au-delà de 80 ans ou au-delà de 85 ans. Il se trouve que, par les tendances démographiques, ce potentiel, donc des personnes âgées entre 55 et 65 ans, tend à diminuer, l'effectif tend à baisser. Inversement, celui des 80-85 ans et plus tend à augmenter. Donc on a encore un nouvel effet ciseau qui fait qu'on pourra de moins en moins compter sur cette, je veux dire ça avec des guillemets, un peu force de frappe des aidants, des soutiens, c'est pour ça qu'on parle de solidarité intergénérationnelle. Et vous avez un chiffre ici, on en avait 2,4 donc personnes de 55-65 ans en 2008 pour une personne âgée, très âgée, potentiellement en perte d'autonomie, contre en 2018, 10 ans plus tard, une perte de 5 points de pourcentage, seulement 1,9. Et on sait que la tendance, sur au moins les 20 prochaines années, va être à la diminution de cet indicateur. Donc ça, c'est assez préoccupant. Voilà, je m'en tiens. On va continuer à explorer cette question des facteurs de vulnérabilité ou de précarité en regardant le monde du travail et son évolution sur ces dernières années. Et en particulier, cette forme de précarité qui sont les types de contrats de travail. À votre avis, dans les nouvelles embauches, donc quand on ouvre un nouvel emploi, quelle est la part des CDD, tous secteurs confondus, en 2021 ? Vous voyez que l'on commence haut, est-ce que c'est 2 tiers qui sont en CDD, est-ce que c'est 60-66%, 3 quarts, 75%, ou les plus de 80%, les 4/5e. 2 tiers des nouvelles embauches, c'est des CDD, 3 quarts, 4/5e. Pour les nouvelles embauches, même si c'était des postes préexistants. Alors, vous avez voté, vous pensez que c'est 3 quarts d'entre eux, et en réalité, c'est 4/5e, 82%, c'est la statistique nationale. Non, donc oui, effectivement, le chiffre, il paraît, et il est très impressionnant, ce 4/5e, 82% en 2021. Ça pose forcément des questions sur la capacité des gens qui arrivent sur le marché de l'emploi à se projeter sur ce marché de l'emploi, à se projeter complètement dans leur vie aussi. Ça pose aussi des questions, notamment quand on regarde l'évolution. Alors, on a pris ce chiffre de 2007 parce qu'on était là sur justement revenir sur l'enchaînement des crises. En disant, en 2007, on était à 75%. Donc voilà, on voit une progression entre 2007 et aujourd'hui. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que la courbe depuis 2015 tend quand même à diminuer assez régulièrement. On peut faire l'hypothèse notamment que la tension qu'on ressent aujourd'hui sur le marché de l'emploi, elle pousse les employeurs à proposer de plus en plus de contrats à durée indéterminée dans les nouvelles embauches au sein de la zone d'emploi de la métropole. On continue à explorer cette question du monde du travail en regardant sur le bassin d'emploi. Donc, c'est des informations qui sont zoomées maintenant sur le bassin d'emploi. Les données d'avant étaient à l'échelle nationale. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'emplois associatifs qu'ailleurs ? Alors, à la fois qui peut être un signal positif d'une dynamique de l'économie sociale et solidaire, et en même temps des emplois dans lesquels la question de l'accès à des revenus est pas toujours si simple. On va attaquer des associations, évidemment. Donc, vous avez voté. Est-ce que vous pensez que, si vous pensez qu'il y en a plus, vous votez 1. Si vous pensez qu'il n'y en a pas plus, autant ou moins, vous votez 2. Donc, vous pensez qu'il y en a plus, et c'est une représentation assez fréquente sur le territoire et qui est fausse. Non. Non, désolé, je peux le dire. Alors, à défaut de données vraiment consolidées sur le nombre d'emplois associés à l'associatif, en fait, ce qu'on regarde, c'est le nombre de structures associatives sur le territoire et combien elles représentent par habitant. Et en comparaison des autres métropoles françaises, on est pile dans la moyenne. Donc voilà, pas de plus ou moins d'emplois associés à l'associatif. On continue avec ce sujet des modes de vie. C'est vrai que je n'ai même pas présenté Clément Frossard, qui est chargé de la prospective à la métropole et qui vient vous donner un peu plus d'éclairage sur cette question des modes de vie. Et on se disait, parmi les éléments qui changent beaucoup et aujourd'hui qui ont un impact sur notre vie quotidienne, mais aussi sur les coûts de nos trajets,
il y a cette question des déplacements domicile-travail. On a regardé à l'échelle du bassin de mobilité, bassin de vie, entre tous les établissements publics de coopération intercommunale du bassin grenoblois. On sait que ça augmente, c'est-à-dire que les gens se déplacent de plus en plus à l'échelle de ce bassin de mobilité. Mais à votre avis, dans lequel de ces 3 bassins de vie, dans lequel de ces 3 EPCI, il y a le plus de grands pendulaires, donc de gens qui chaque matin font des bornes pour aller travailler? Est-ce que c'est dans le Grésivaudan? Est-ce que c'est dans le Bièvre-Est ou dans le Bièvre-Isère? Alors, j'ai mis les noms parce que peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est que le Bièvre-Est. Donc, c'est la région Rhône-Alpes, Beaucroissant, le Grand Large, et Bièvre-Isère, la côte Saint-André, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Étienne-de-Saint-Joire, etc. Vous situez? Parmi les 3 EPCI, où est-ce qu'on retrouve le plus de travailleurs qui sortent de leur EPCI de résidence pour aller dans un autre EPCI travailler? Pardon, je n'avais pas ouvert le vote. Donc, si vous avez revoté en coup, vous ne l'avez pas fait. Donc, vous pensez que c'est Bièvre-Isère? Eh bien non, c'est Bièvre-Est. Alors, comme le disait Hélène, effectivement, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'image de la dynamique nationale, ce chiffre-là, il tend toujours à progresser. Donc là, on sort de plus en plus de sa commune de résidence, son EPCI de résidence, pour aller travailler dans une autre commune, un autre EPCI de résidence. La distance médiane sur la zone d'emploi, elle est de 7,3 km. Un autre chiffre en comparaison, c'est celui du nombre d'actifs qui changent de commune. Là, on est à 2/3 donc des actifs qui changent au moins de commune, même au sein du même EPCI. Et donc vous dire effectivement que c'est une logique nationale, cette distance continue à augmenter. En revanche, la durée moyenne des trajets, elle tend à être plutôt stable. Donc on fait de plus en plus de distance pour un temps de trajet comparable. Et enfin, dernière fracture qui nous semblait, dernier critère de vulnérabilité qui nous semblait important de partager avec vous, c'est celle de question de la fracture numérique. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette affirmation? La fracture numérique n'est plus une fracture générationnelle. Si vous pensez que c'est vrai, alors là on raffine le vrai. Vous pensez que c'est vrai parce que c'est maintenant devenu avant tout une fracture sociale? Réponse 1. Réponse 2, vous pensez que c'est vrai parce que les jeunes aussi ont des difficultés avec les procédures en ligne? Ou est-ce que vous pensez que c'est faux parce que en fait c'est quand même toujours les seniors qui sont les plus en difficulté? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la fracture numérique est encore une fracture générationnelle? Il y a Jérémy qui a changé 3 fois d'avis. C'est un signal. Alors, vous êtes partagés, mais vous pensez que c'est avant tout une fracture sociale. Et en fait, comme c'est la dernière question, toutes les réponses sont justes. Effectivement, et c'est notamment les acteurs d'insertion qui nous disent, on vous a mis quelques verbatim, hein, donc on a ce cliché en tête de se dire les jeunes, effectivement, génération Internet, maîtrisent complètement les outils. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une grande consommation des produits numériques chez les jeunes générations. En revanche, il y a assez peu de maîtrise des outils numériques, bureautiques, de base, etc., pour faire des démarches administratives, demander ses droits, etc. Et ça, c'est les acteurs de l'insertion qui en parlent le mieux.